Mesdames, Messieurs, certains d'entre vous, à la suite du cours sur les vaisseaux de la cuisse, m'ont posé la question de savoir ce qu'étaient les lacunes musculaires et vasculaires évoquées brièvement. En effet, si l'on représente la racine du membre inférieur droit en vue antérieure, les vaisseaux du membre inférieur viennent se projeter à leur origine dans une région de projection triangulaire qui est le trigone fémoral décrit par Antonio Scarpa. Cette région est délimitée par, en haut, la ligne de Malgaigne qui est formée par le ligament inguinal en profondeur. Elle marque la limite entre le tronc et le membre inférieur. La limite inférieure et latérale de cette région est formée par le bord supérieur du muscle sartorius, ici représenté, et la limite médiale est formée par le bord médial de la cuisse qui va être globalement dessiné par le relief du muscle gracile ou du muscle long adducteur en fonction des descriptions. À partir d'un repère classiquement admis qui est le milieu du ligament inguinal, on délimite ou on détermine dans cette région le passage de trois types d'éléments. Au centre de la région, l'artère fémorale qui prolonge l'artère iliaque externe lorsque celle-ci passe en dessous du ligament inguinal dans la lacune vasculaire et qui chemine au centre de cette région du trigone fémoral. En dedans de l'artère fémorale, la veine fémorale remonte dans cette région et passe dans la lacune vasculaire en arrière du ligament inguinal pour se prolonger dans le grand bassin par la veine iliaque externe. Au passage, cette veine va recevoir la veine grande saphène que je vous place ici pour mémoire et qui court à la face médiale de la cuisse. Latéralement, l'élément latéral de cette région est le nerf fémoral, nerf qui se divise très rapidement à son arrivée dans cette région, donnant des rameaux moteurs pour les muscles du groupe antérieur de la cuisse essentiellement, et des rameaux sensitifs pour la face antérieure de la cuisse et le bord médial de la jambe par l'intermédiaire du nerf saphène. Les lacunes ainsi déterminées, lacunes musculaires latéralement et vasculaires médialement, représentent donc les orifices de passage à travers lesquels le nerf fémoral et les vaisseaux fémoraux vont circuler entre la région du grand bassin et la région de la racine de la cuisse. Sur le plan anatomique, ces lacunes se définissent dans un espace qui se place entre le ligament inguinal en avant et le bord antérieur de l'os coxal en arrière. Sur une vue antérieure, nous allons définir précisément ces lacunes et les éléments qui y cheminent. Et sur une vue postérieure de ces régions, nous allons expliquer plus avant les intérêts cliniques que représente cette région. Sur une vue antérieure, orientée crânialement et médialement, nous placerons des éléments d'ostéologie que vous connaissez bien, l'os coxal avec l'épine iliaque antéro-supérieur, l'épine iliaque antéro-inférieur, le pourtour antérieur de l'acétabulum, le pecten du pubis, et nous plaçons ici la ligne arquée, le tubercule pubien, et ici la surface symphysaire. Dans la cavité acétabulaire va venir se placer la tête fémorale, prolongée par le col fémoral, puis au-delà de la région des trochantères, par la diaphyse. Voici le grand trochantère. Nous sectionnons ici la diaphyse fémorale. Nous plaçons le petit trochantère qui se place médialement et postérieurement, et la ligne intertrochantérique qui relie le grand trochantère et le petit trochantère en avant. Nous plaçons ici le pourtour du foramen obturé, qui est obturé par la membrane obturatrice. Sur ces éléments squelettiques va venir se terminer le muscle iliopsoas, qui est un muscle constitué de deux parties. Le muscle psoas, qui provient de la colonne
vertébrale, thoracique et lombaire, et qui forme un corps charnu en fuseau qui va venir se terminer par l'intermédiaire d'un tendon sur le petit trochanter du fémur. Le muscle psoas est rejoint par le muscle iliaque qui s'insère dans la fosse iliaque, qui tapisse la fosse iliaque, c'est-à-dire qui tapisse la face endopelvienne de l'aile iliaque et qui va rejoindre le chef psoas, le muscle psoas, pour former l'iliopsoas, se terminer avec lui sur le petit trochanter et innervé par le nerf fémoral, eh bien, ce muscle iliopsoas sera le principal muscle fléchisseur et rotateur latéral de la hanche. Nous plaçons maintenant le ligament inguinal, qui est un ligament fibreux, donc tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure latéralement et le tubercule pubien médialement. Voici le ligament inguinal. Le ligament inguinal va donc passer en pont en avant de l'iliopsoas qui va, dans son trajet, cheminer entre le ligament inguinal en avant et le plan osseux de la ceinture pelvienne en arrière. Le ligament inguinal va émettre entre lui et l'éminence iliopubienne un faisceau de fibres que l'on appelle l'arcade iliopectinée. Et l'arcade iliopectinée, ici dessinée, va séparer l'espace entre le ligament inguinal et le plan osseux en deux lacunes. Latéralement, la lacune musculaire est ainsi nommée car elle va livrer passage au muscle iliopsoas et elle va donc contenir à la fois le muscle iliopsoas et le nerf fémoral qui est issu des rameaux ventraux des nerfs spinaux L2, L3 et L4. C'est un des deux rameaux terminaux du plexus lombal et qui, avec le muscle iliopsoas, passe dans la lacune musculaire et arrive alors dans le trigone fémoral pour se diviser en ses rameaux terminaux moteurs et sensitifs. Ainsi, la lacune musculaire va donc comprendre le muscle iliopsoas dans sa partie distale et le nerf fémoral. En dedans de l'arcade iliopectinée se place la lacune vasculaire, livrant passage au pédicule iliaque externe qui, passant sous la lacune, enfin sous le ligament inguinal dans la lacune vasculaire, devient artère iliaque, artère fémorale, artère iliaque externe qui devient artère fémorale, et en dedans de l'artère, la veine fémorale remonte vers la lacune vasculaire, passe sous le ligament inguinal et devient veine iliaque externe. Il est important également de se rappeler qu'avec le pédicule iliaque externe ou fémoral, dans la lacune vasculaire, se place un nœud lymphatique important en chirurgie oncologique, c'est le lymphonœud lacunaire, décrit par Jules Germain Cloquet. On parlait autrefois du nœud lymphatique de Cloquet. Je n'oserais pas évoquer devant vous le terme de ganglion, puisque le terme de ganglion, je vous le rappelle, est réservé à la neuroanatomie. Plus médialement, l'espace le plus interne, le plus médial de la lacune vasculaire va être comblé par des fibres qui sont tendues entre le ligament inguinal et le plan osseux. C'est le ligament lacunaire, de ligament qui comble la lacune vasculaire, décrit autrefois par Gimbernat, et qui se prolonge au niveau du pecten du pubis par le ligament pectiné, ou ligament décrit par Cooper, et qui sont des structures utiles notamment dans la technique de réparation des hernies inguinales. Nous avons donc latéralement
la lacune musculaire pour l'iliopsoas et le nerf fémoral, médialement la lacune vasculaire pour les vaisseaux iliaques externes qui deviennent vaisseaux fémoraux et le lymphoneux lacunaire de Cloquet. Si l'on regarde la même région, mais cette fois-ci en vue postérieure, on va comprendre que cette région est d'un intérêt majeur pour expliquer la topographie des hernies de la région. Car en effet, cette région de la partie inférieure de la paroi abdominale correspond à un point de faiblesse de la paroi à travers laquelle des éléments intra-abdominaux peuvent s'immiscer, formant les hernies. Ces hernies seront inguinales lorsqu'elles se projettent au-dessus du ligament inguinal, elles seront crurales lorsqu'elles passent dans la lacune vasculaire et elles seront obturatrices lorsque celle-ci s'engage dans le canal obturateur. Je vous place ici la face exopelvienne de la membrane obturatrice avec le canal obturateur représenté ici schématiquement dans lequel vont s'engager le nerf obturateur ainsi que les vaisseaux obturateurs, artères obturatrices et veines obturatrices. Cette vue postérieure aura une orientation crâniale et latérale et on va la représenter en représentant une vue endopelvienne postérieure de la partie antérieure de la ceinture pelvienne où vous retrouverez ici le versant antérieur de la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Nous placerons ici l'éminence iliopubienne qui se place à peu près en regard du pourtour supérieur de l'acétabulum. Puis nous placerons ici la région du tubercule du pubis, la région de la symphyse pubienne et un peu en fuite ici la branche inférieure du pubis. Voici le pourtour antérieur du foramen obturé. Nous placerons la symphyse pubienne ici sur la ligne médiane et nous repérerons à l'aide de ces pointillés la ligne médiane qui va sur le plan musculaire correspondre, ou musculo-aponévrotique de la paroi abdominale antérieure, correspondre à la ligne blanche. Tendu entre le tubercule du pubis et l'épine iliaque antéro-supérieure vient se placer le ligament inguinal, le voici, ce ligament inguinal, à travers lequel ou au-delà duquel on va pouvoir placer des éléments de la paroi abdominale antérieure. Il s'agit ici en l'occurrence du muscle droit de l'abdomen dont nous représentons ici la partie distale de ce muscle droit de l'abdomen, partie distale au niveau de laquelle nous n'allons pas trouver de tendon intermédiaire qui donne au muscle droit de l'abdomen son aspect caractéristique, l'aspect des carreaux de chocolat, qui ne sont pas toujours visibles, évidemment. Un peu plus latéralement, la paroi abdominale antérolatérale va être représentée ici sur le plan profond par le muscle transverse de l'abdomen qui va pour sa partie inférieure venir se terminer sur l'os coxal par l'intermédiaire d'un pilier musculaire qui est musculaire et non pas tendineux comme c'est souvent représenté à tort dans un certain nombre de schémas ou de manuels d'anatomie. C'est ce que l'on appelait autrefois le tendon conjoint et que l'on doit aujourd'hui nommer la faux inguinale et qui représente la terminaison commune distale du muscle transverse de l'abdomen ici représenté et de l'oblique interne de l'abdomen. Vous voyez d'emblée que le bord inférieur du transverse de l'abdomen et de l'oblique interne vont délimiter un espace ouvert, fermé par des plans un peu névrotiques et vous comprenez qu'à cet endroit vont se constituer des points de faiblesse de la paroi abdominale. Dans la partie toute inférieure de la paroi abdominale antérieure, l'ensemble des fibres tendineuses émanant de l'oblique externe, de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen passe en avant du droit de l'abdomen. Ainsi, la gaine rectusienne, la gaine du droit de l'abdomen, est incomplète. Au niveau horizontal du promontoire, c'est-à-dire du bord antérieur de Hessin, une partie des fibres de l'oblique interne de l'abdomen et les fibres et l'apodévrose du transverse de l'abdomen
vont passer en arrière du droit de l'abdomen, venant constituer une gaine rectusienne complète. Je place ici la ligne blanche. Cette zone de réflexion forme ce que l'on appelle la ligne arquée ou arcade de Douglas. On va placer l'arcade ilio-pectinée, donc qui représente des fibres tendues entre l'éminence iliopubienne et le ligament inguinal, et nous voyons donc apparaître latéralement la lacune musculaire et médialement la lacune vasculaire. Dans la lacune musculaire va venir se placer l'iliopsoas, que nous représentons ici en coupe, avec la partie iliaque latéralement et le psoas médialement. Ce muscle iliopsoas va venir former un hamac musculaire dans lequel se place le nerf fémoral, sectionné ici au niveau de la lacune musculaire, et l'ensemble est engainé dans le fascia de l'iliopsoas, qui est le fascia iliaca, qui réalise un espace de communication entre la région latérovertébrale et la région du trigone fémoral, ce qui explique les diffusions de processus infectieux de la colonne vertébrale vers la région du trigone fémoral. C'est ce que l'on appelle le mal de Pott dorso-lombaire. On notera, on se rappellera que 2 cm en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure passe dans un canal ostéofibreux propre le nerf cutané latéral de la cuisse qui peut à ce niveau être comprimé dans le cadre d'un syndrome canalaire, donnant des douleurs projetées au niveau du bord latéral de la cuisse, formant les méralgies paresthétiques de Roth. Médialement, dans la lacune vasculaire, vont se placer les éléments vasculaires qui communiquent avec la racine du membre inférieur. On replacera ici en coupe l'artère iliaque externe devenant artère fémorale, la veine fémorale qui est ici devenue veine iliaque externe, et on placera le lymphoneux lacunaire, lymphoneux de Cloquet, et ce lymphoneux qui est en continuité avec les lymphoneux inguinaux devra être retiré dans les lymphadénectomies inguinales, par exemple dans le traitement des mélanomes ou des carcinomes du membre inférieur, car si on ne le retire pas, il peut être un facteur de récidive cancéreuse à ce niveau. Sur le plan de l'anatomie topographique, il est important de rappeler que, avant de traverser la lacune vasculaire et de devenir artère fémorale, l'artère iliaque externe donne naissance à une branche collatérale qui est l'artère épigastrique inférieure. Cette artère remonte à la face profonde de la paroi abdominale, antérolatérale, et va passer à la face postérieure du droit de l'abdomen, s'engage sous la ligne arquée de Douglas et chemine dans la gaine rectusienne à la face postérieure du muscle droit de l'abdomen. Cette artère épigastrique inférieure est accompagnée de la veine épigastrique inférieure qui se jette dans la veine iliaque externe. Ces deux vaisseaux, lorsqu'ils passent en arrière de ces structures, emmènent avec eux un peu une expansion de tissu conjonctif formant le ligament interfovéolaire de Hesselbach. Ligament interfovéolaire de Hesselbach. Le passage des vaisseaux épigastriques inférieurs délimite deux espaces. Latéralement, où on va retrouver l'anneau inguinal profond, livrant passage chez l'homme au cordon spermatique et chez la femme au ligament rond de l'utérus qui va venir se perdre dans le tégument de la grande lèvre. Je place ici le passage de ces éléments, c'est le contenu du canal inguinal.
en dedans des vaisseaux épigastriques inférieurs, entre eux, la faux inguinale et le pédicule épigastrique inférieur, se place le trigone inguinal de Hesselbach, qui correspond également à un point de faiblesse de la paroi abdominale antérolatérale. Ces deux endroits, ces deux structures, le trigone inguinal et l'anneau inguinal profond, sont le passage possible de hernie inguinale. Lorsque la hernie inguinale passe dans l'anneau inguinal profond, la hernie inguinale sera dite indirecte. Pourquoi? Parce que le contenu hernière va suivre le trajet en chicane du ligament inguinal pour s'extérioriser dans les espaces superficiels. Le trajet est donc indirect. Lorsque le contenu de la hernie, lorsque le trajet hernière se fait non pas latéralement, mais médialement par rapport au pédicule épigastrique inférieur, c'est-à-dire lorsque la hernie inguinale passe dans le trigone inguinal, la hernie inguinale est dite directe car son trajet est direct antéro-postérieur, perpendiculairement par rapport à la paroi. Quoi qu'il en soit, ces hernies surviennent toujours au-dessus du ligament inguinal. L'autre point de faiblesse de la paroi est la lacune vasculaire. La lacune vasculaire va être occupée latéralement par le pédicule fémoral et médialement va être comblée par le ligament lacunaire de Gimbernat qui va combler ici cet espace et se prolonger par le ligament pectiné au niveau du pecten du pubis en avant. Lorsque la hernie va passer dans la lacune vasculaire, la hernie sera crurale. Une hernie crurale est une hernie dont le trajet se palpera en dessous du ligament inguinal. Enfin, pour terminer, si on replace ici un petit segment de la membrane obturatrice et si on place dans le canal obturateur les éléments vasculaires et nerveux, ici représentés en coupe, que sont le pédicule obturateur, eh bien lorsque la hernie passe dans le canal obturateur, la hernie sera dite obturatrice. Ce sont des hernies dont le sac hernière est difficile à palper, se fait à la partie toute profonde et médiale de la racine de la cuisse, et elles peuvent s'accompagner de compression du nerf obturateur avec une expression sémiologique qui peut correspondre au territoire sensitif du nerf obturateur qui, je vous le rappelle, concerne la peau de la face médiale du genou et un peu au-dessus. Donc, pour conclure, les lacunes sont des espaces qui sont situés entre le ligament inguinal en avant et le pourtour antérieur de l'os coxal en arrière. On détermine une lacune musculaire latéralement livrant passage au muscle iliopsoas et au nerf fémoral, muscle iliopsoas et nerf fémoral, et la lacune vasculaire qui est située en dedans et traversée par les vaisseaux iliaques externes et le lymphoneux lacunaire. Ces deux espaces sont cloisonnés, sont séparés par l'arcade iliopectinée tendue entre le ligament inguinal et l'éminence iliopubienne. Cette région est une région comprenant trois lieux topographiques qui sont des points de faiblesse de la paroi abdominale, au-dessus du ligament inguinal et latéralement par rapport au vaisseau épigastrique inférieur, l'anneau inguinal profond livrant passage aux hernies inguinales indirectes, et au-dessus du ligament inguinal et médialement par rapport au vaisseau épigastrique inférieur, le trigone inguinal livrant passage aux hernies inguinales directes.
Sous le ligament inguinal et en dedans de l'arcade iliopectinée, la lacune vasculaire est le lieu de passage des hernies crurales, plus fréquentes chez les femmes. Enfin, au niveau du foramen obturé, eh bien, le canal obturateur peut être le lieu de passage des hernies obturatrices. Finalement, de petites questions, voici une réponse relativement développée qui me fait conclure par le fait que finalement c'est assez long comme lacune. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.